éblouissant le monde avec son hymne L'Italiano et conquérant les cœurs à l'Eurovision avec un Siem, 1992, Toto Cutugno était bien plus qu'un simple chanteur. Il était la voix inimitable de l'Italie elle-même. Derrière ce sourire assuré et ce baryton soyeux se cachait une histoire marquée par le chagrin, une résilience inébranlable et des triomphes durement gagnés. Depuis la tragédie qui a frappé sa famille durant son enfance jusqu'au scandale intime qui a failli détruire son mariage, le parcours de Cutugno n'a jamais été simple. Son héritage, pourtant, résonne encore dans chaque note des chansons qui ont fait de lui une légende. Des chagrins d'enfance endurcis ont forgé son âme musicale. Salvatore Cutugno est né le 7 juillet 1943 dans le village de Fosdignovo, en Toscane, alors que le monde était encore sous le choc des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Son père, Domenico, originaire de Barcellona Pozzo di Gotto, en Sicile, était trompettiste et sous-officier dans la marine italienne, une présence stricte mais chaleureuse au sein de la famille. Sa mère, Olga, s'occupait du foyer avec une dévotion constante, essentielle en ces années difficiles. Peu après la naissance de Salvatore, la famille s'installa à La Spezia, en Ligurie, où elle tenta de reconstruire une vie normale. Mais le drame allait frapper. En 1948, alors que Salvatore n'avait que 5 ans, sa sœur Anna, une fillette vive de 7 ans, s'étouffa en mangeant des gnocchis juste devant lui. L'image d'Anna luttant pour respirer ne l'a jamais quittée, une blessure qui a façonné ses émotions les plus sensibles pendant des décennies. Quelques mois plus tard, une lueur d'espoir revint avec la naissance de son frère Roberto. Mais une autre ombre apparut lorsque sa sœur Rosanna, née plus tôt, fut diagnostiquée d'une grave maladie cardiaque. Elle dut subir une opération qui accabla la famille d'une lourde dette. Domenico, refusant d'abandonner la vie de sa fille, s'endetta profondément pour financer l'intervention et ne parvint à rembourser totalement qu'en 1978, 2 ans avant sa propre mort. Ces événements se sont gravés dans l'esprit du jeune Salvatore, lui montrant à la fois le prix brutal de la tragédie et la puissance du sacrifice. Dans tout cela, la musique fut la seule lumière qui empêcha la famille de s'effondrer. La trompette de Domenico était un compagnon permanent, et dès que Salvatore fut assez grand pour tenir des baguettes, son père lui apprit à jouer. À 9 ans, il se produisait déjà avec le groupe musical local de son père, tenant fièrement le rythme à la batterie. Rapidement, il apprit à passer sans effort de la guitare au piano, puis au saxophone, un don rare qui impressionnait son entourage. La musique devint son langage, un refuge pour échapper à la douleur des pertes de son enfance. À 19 ans, il eut le courage de fonder son propre groupe, Toto e i Tati, un modeste ensemble qui fit pourtant naître la flamme de ses ambitions musicales. Ces années furent marquées par des contradictions constantes. Un foyer endeuillé d'un enfant mais qui célébrait encore la musique, un père écrasé par les dettes mais déterminé à transmettre son art. Ces tensions et blessures émotionnelles imprégneraient plus tard l'écriture de Toto d'une sincérité exceptionnelle. À travers tous ses chagrins et ses peurs, il apprit à transformer la tristesse en mélodie et la mélodie en espoir, un don qui l'emmena loin, faisant de lui non seulement un musicien à succès, mais une voix capable de guérir. Construire des rêves, écrire des tubes, briser des cœurs. Alors que l'Italie entrait dans les années 1970, une nouvelle génération de pop voyait le jour. Et parmi ses artisans les plus talentueux figurait Toto Cutugno. Sa première renommée locale en tant que multi-instrumentiste doué lui avait donné la confiance nécessaire pour affirmer sa propre identité artistique et en 1975, il fonda le groupe Albatros. Avec Albatros, Toto fit un saut créatif audacieux, expérimentant des harmonies vocales élaborées, des refrains accrocheurs et une saveur résolument italienne qui restait moderne. En 1976, il présenta Albatros au Festival de Sanremo avec la chanson Volo AZ 504, marquant sa première apparition sur cette scène légendaire. Même s'ils ne remportèrent pas la victoire, cette expérience ouvrit des portes dans l'industrie,
prouvant qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs d'Italie. Mais l'ambition de Toto dépassait la scène italienne. À la même époque, il perfectionna ses talents de compositeur, collaborant avec des paroliers et producteurs français qui reconnurent en lui un instinct mélodique exceptionnel. Il était extraordinaire qu'un musicien italien puisse saisir avec autant de justesse le goût français pour la romance et la mélancolie. Il coécrivit L'été indien, un énorme succès en 1975 pour Joe Dassin, numéro 1 en France, et vendu à des millions d'exemplaires. Sa plume donna également naissance à « Et si tu n'existais pas » et même à « Siffler sur la colline » pour Dassin, renforçant encore sa réputation. En 1978, il écrivit « En chantant » pour Michel Sardou, un hymne célébrant la joie simple de chanter, qui toucha immédiatement le public. D'autres icônes françaises firent vite appel à lui. Johnny Hallyday lui demanda « Derrière l'amour » en 1976, Dalida lui confia « Laissez-moi danser » Monday, Tuesday en 1979, et Mireille Mathieu enregistra plusieurs de ses mélodies. Même Gérard Lenormand, Claude François, Sheila et Ringo firent appel à son talent de compositeur. Cette demande constante montrait à quel point il savait mêler l'amertume de sa propre vie difficile aux thèmes universels de l'amour, du chagrin et de la résilience. En 1980, Toto revint sur le devant de la scène de Sanremo en tant qu'interprète avec Solo Noi. Cette fois, il triompha, remportant le festival et élevant son statut public du jour au lendemain. L'Italie ne le vit plus seulement comme l'homme derrière les succès des autres, mais comme un artiste charismatique capable de porter à lui seul les émotions de tout un pays. 3 ans plus tard, en 1983, il composa la chanson la plus marquante de toute sa carrière. L'Italiano. Écrite à l'origine pour Adriano Celentano, qui la refusa, la chanson devint l'hymne personnel de Toto. Avec son refrain fier, sentimental et instantanément mémorable, l'Italiano se hissa à la première place en Italie, à la 2e en France et entra dans le top 30 en Allemagne. Le clip, tourné sur les Champs-Élysées animés, montrait Toto comme un symbole vivant de la fierté italienne, jouant avec les stéréotypes, en aspirant des spaghettis et en flirtant avec une serveuse. Mais au-delà de ces images humoristiques, l'Italiano était une célébration sincère de ses racines culturelles. Selon le Corriere del Ticino, il s'est vendu à un nombre impressionnant de 100 millions d'exemplaires dans le monde, devenant l'une des chansons italiennes les plus aimées de tous les temps. Toto Cutugno avait franchi un cap, passant de l'auteur pour les autres à l'incarnation de l'âme même de son pays. Des décennies plus tard, le public fredonnait encore son refrain, preuve qu'un garçon humble issu d'une famille brisée de Ligurie avait pu transformer ses souvenirs en un triomphe qui toucha tous les coins du globe. Triomphes et tensions sur la scène de l'Eurovision. À la fin des années 1980, Toto Cutugno avait déjà conquis les hit-parades, le festival de Sanremo et le cœur de millions de personnes à travers l'Europe, mais il restait une scène sur laquelle il rêvait de se tenir comme symbole de l'excellence italienne. Cette chance arriva en 1990 lorsque la chaîne publique italienne RAI le choisit pour représenter le pays au concours Eurovision de la chanson. Toto, alors artiste confirmé et auteur-compositeur respecté, composa un titre dépassant les simples thèmes amoureux, Insieme, 1992. Un hymne puissant à l'unité européenne dans un monde qui se libérait des divisions de la guerre froide. Le morceau parlait de rassemblement, de construction d'un avenir pacifique et partagé au-delà des frontières, en écho aux rêves d'un continent entier après des décennies de fractures idéologiques. Le 5 mai 1990, le concours eut lieu à Zagreb, alors encore en Yougoslavie, et Toto monta sur scène aux côtés de 5 chanteurs du groupe slovène Pepel in Cri. Sa prestation fut chargée de conviction,
mêlant son baryton reconnaissable entre tous à un refrain aux accents d'hymne qui électrisa le public. Le message de Incième résonna avec force bien au-delà des frontières italiennes. Quand le vote fut terminé, Toto Cutugno en ressortit vainqueur, offrant à l'Italie sa deuxième victoire à l'Eurovision après le triomphe de Gigliola Cinquetti en 1964. Ce moment le consacra non seulement comme une star de la pop, mais aussi comme un véritable ambassadeur culturel. En 1991, il revint à l'Eurovision en tant que co-animateur aux côtés de Gigliola Cinquetti, unissant symboliquement deux générations de succès italiens dans le concours. Sa stature paraissait inébranlable. Il était devenu la voix vivante de la fierté italienne, de l'optimisme et de l'appartenance. Durant les années 1990, il continua d'entretenir son lien privilégié avec Sanremo, y participant au total à 15 reprises au cours de sa carrière et s'y produisant même en 1990 avec la légende Ray Charles, un souvenir qu'il évoquait toujours avec une grande reconnaissance. Pourtant, derrière les lumières étincelantes, la vie privée de Toto connaissait des bouleversements majeurs. En 1989, alors qu'il était encore marié à Carla Galli, son épouse depuis 1971, il eut une liaison avec Cristina, qui donna naissance à son unique enfant, Niccolò, né en 1989. Cette révélation menaça de déchirer sa famille. Dans une interview remarquablement sincère accordée en 2018 au Corriere della Sera, Toto confessa avoir craint que Carla ne l'abandonne après une telle trahison. Au lieu de cela, elle lui offrit un pardon qui le bouleversa, à une condition. Il devait reconnaître publiquement Niccolò et lui donner son nom. Toto s'exécuta sans hésitation, décrivant son fils comme l'un de ces nombreux jeunes Italiens valeureux sur lesquels le pays devrait miser, une phrase qui montrait combien il chérissait l'idée d'une rédemption à travers la famille. Niccolò grandit entouré d'amour, accepté dans le foyer de Carla, et devint le symbole qu'une erreur pouvait mener à quelque chose de durable et de beau. À travers tout cela, Toto ne perdit jamais sa passion pour la scène. Même si la culpabilité et la fatigue des voyages incessants l'éprouvaient, il se donnait sans réserve à chaque représentation, sa voix portant des décennies de douleur, de fierté et d'espoir. Dans ses concerts d'après Eurovision, le public sentait qu'il n'était plus seulement un chanteur, mais un homme qui avait vécu chaque mot qu'il chantait. Un homme dont les triomphes et les tensions formaient un récit inoubliablement humain. Combattre les ombres de la maladie et de la perte. Les dernières décennies de Toto Cutugno furent aussi éprouvantes que n'importe quel chapitre de sa carrière légendaire. En 2007, à l'âge de 64 ans, il reçut un diagnostic qui allait marquer la fin de sa vie. Un cancer de la prostate. Cette découverte le bouleversa profondément. Bien qu'il fût connu pour sa résilience, Toto dut affronter non seulement la bataille physique, mais aussi le poids psychologique de sa propre mortalité, après des décennies à être célébré comme une icône. Cette année-là, il subit une opération, puis entama un traitement intensif. Pendant un temps, la thérapie sembla porter ses fruits, et il remonta sur scène avec son dévouement habituel. Mais le prix à payer fut élevé. Dans des interviews ultérieures, Toto expliqua combien son énergie s'était épuisée et comment les opérations avaient transformé son corps. À un moment donné, les médecins durent lui retirer le rein droit, une perte aux conséquences permanentes. Lors d'une apparition en 2018, dans l'émission italienne Verissimo, il parla avec une rare vulnérabilité des limites qui en résultèrent. « Je ne peux pas beaucoup marcher », expliqua-t-il, révélant que l'ablation du rein et les douleurs persistantes l'empêchèrent de chanter debout pendant des heures. À la place de ces spectacles autrefois pleins d'énergie, il s'adapta, chantant assis sur un tabouret, luttant contre l'inconfort pour offrir au public tout ce qui lui restait. Son courage face à ces épreuves toucha profondément ses fans. Malgré sa santé déclinante, Toto fit un retour triomphant, quoique émouvant,
au Festival de Sanremo en 2008 avec la chanson Un falco chiuso in gabbia, un faucon enfermé dans une cage. Une métaphore douloureuse mais juste, décrivant un esprit qui voulait s'envoler librement, mais restait piégé par la maladie et la fragilité. Le public comprit ce message plus profond et l'entoura d'un respect encore plus grand que pendant les années de gloire de l'Italiano. À mesure que le cancer progressait au fil des ans, Totò ne s'éloigna jamais complètement de la musique. Il maintint un calendrier de concerts prudent, apparaissant sur scène dès qu'il le pouvait, conscient que le public puisait encore espoir et nostalgie en le voyant. C'était, d'une certaine manière, un échange mutuel. Les fans lui donnaient du courage et il leur offrait les chansons qui avaient marqué leur vie. Dans sa sphère privée, ses relations se consolidèrent et prirent encore plus de sens. Son épouse, Carla, qui lui avait pardonné des décennies plus tôt l'aventure qui avait mené à la naissance de son fils Niccolò, resta à ses côtés. Totò évoquait souvent sa gratitude de ne pas avoir été rejetée, décrivant Carla comme une femme extraordinaire qui avait accepté ses erreurs et lui avait rappelé ce que signifiait vraiment la famille. Niccolò, né en 1989, était devenu un homme adulte dans les années 2010 et leur lien père-fils s'était renforcé au fil du temps. Totò était immensément fier de Niccolò, diplômé en économie et, selon lui, représentant le meilleur de l'esprit de la jeunesse italienne. Au cours de ces dernières années, Totò trouva du réconfort dans les messages d'amour envoyés par d'autres artistes et par ses fans. Laura Pausini le qualifia de « bon et gentil », un vrai Italien, tandis qu'Umberto Tozzi publia des adieux chaleureux, montrant l'étendue de l'influence de Totò. Même l'organisation de l'Eurovision, où il avait triomphé en 1990, lui rendit hommage publiquement avec des mots de respect et de solidarité. Le combat de Totò ne fut jamais dissimulé. Il parlait ouvertement de la douleur, des opérations et de la peur, une honnêteté qui ne fit que renforcer son lien avec le public. Il y avait une certaine noblesse dans la façon dont il acceptait les changements de son corps, refusant de laisser la honte ou l'amertume le réduire au silence. La voix qui avait autrefois fait vibrer les festivals dans l'éclat de sa jeunesse était devenue plus rauque et plus fragile. Mais son émotion restait intacte, portant des décennies de chagrin, de joie et d'une fierté italienne qu'aucune maladie n'aurait pu complètement détruire. Dans ces derniers moments, Totò Cutugno montra la même résilience qu'il avait guidée depuis une enfance marquée par le deuil jusqu'à la célébrité internationale. Ses derniers concerts, plus calmes et plus sobres, étaient portés par une dignité puissante. Même assis sur un tabouret, incapable de rester debout longtemps, il trouva encore le moyen de chanter. Et dans ces instants, le faucon enfermé dans sa cage parvint à s'envoler, une dernière fois, grâce au pouvoir de la musique. Adieu à une véritable âme italienne. Le dernier chapitre de la vie de Totò Cutugno s'est ouvert avec une inévitable tristesse et discrétion à l'été 2023. Après près de 16 années à vivre avec les séquelles d'un cancer de la prostate, ses forces commencèrent à décliner. Dès juillet, ses proches constatèrent que la bataille qu'il menait courageusement depuis 2007 touchait à sa fin. Son manager de longue date, Danilo Mancuso, déclara à la presse que l'état de Totò s'était considérablement dégradé dans les dernières semaines, le cumul des traitements répétés et la perte d'un rein ayant fini par l'emporter sur sa célèbre détermination. Malgré ces signes alarmants, Totò resta le plus longtemps possible auprès de sa famille, à la maison, ne rejoignant l'hôpital San Raffaele de Milan que lorsque la souffrance devint insupportable. Le 22 août 2023, entouré du personnel médical et, en esprit, par les innombrables admirateurs qu'il avait chéris pendant des décennies, Totò Cutugno rendit son dernier souffle. Il avait 80 ans, mettant fin à une vie intimement liée au tissu musical et culturel de l'Italie. La nouvelle se répandit à une vitesse fulgurante.
les chaînes de télévision interrompirent leurs programmes habituels. Les radios passèrent en boucle l'italiano. Il semblait qu'en Italie, personne ne pouvait imaginer un monde sans la chaleur de son baryton. Ses funérailles eurent lieu à la basilique Santi Nereo e Achilleo à Milan, un lieu chargé de souvenirs personnels. C'est là, le 4 octobre 1971, qu'il avait épousé Carla, la femme qui était restée à ses côtés plus de 50 ans, pardonnant ses échecs et célébrant ses victoires. Amis et collègues artistes, dont Gianni Morandi et Enzo Ghinazzi, se rassemblèrent parmi les pleureurs pour lui rendre hommage, partageant des anecdotes émouvantes de concerts, festivals et rires en coulisses. Une fois la cérémonie terminée, le cercueil de Toto fut porté en procession silencieuse jusqu'au cimetière de Lambrate, où il fut incinéré conformément aux souhaits de sa famille. Les hommages publics affluèrent. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, parle au nom d'une nation entière avec son adieu simple mais puissant. Ciao a Toto Cutugno, un vero italiano. Sur les réseaux sociaux, Eurovision publia un message de condoléances accompagné du refrain de Insieme 1992, soulignant à quel point son héritage était lié aux idéaux d'unité et d'espoir. Des fans du monde entier inondèrent les sections de commentaires de souvenirs évoquant comment ces chansons les avaient aidés à célébrer, pleurer et rêver. Beaucoup le considéraient comme la bande-son de leur jeunesse, un symbole de ce que signifie être italien, même au-delà des frontières de l'Italie. Parmi ceux qui pleuraient se tenait Niccolò, le fils unique de Toto, arrivé jadis sous un nuage de scandales, mais devenu un témoignage des secondes chances. Toto décrivait souvent Niccolò comme un jeune homme prometteur, quelqu'un qui lui avait donné fierté en vivant honnêtement et en travaillant dur, un écho vivant des mêmes valeurs que son propre père, Domenico, lui avait autrefois transmises. Voir Niccolò tenir bon lors des funérailles rappelait que les erreurs et les regrets de la vie pouvaient encore fleurir en quelque chose de rédempteur, une note finale pleine de grâce pour une vie vécue avec passion et imperfection. Dans chaque hommage, on ressentait non seulement le respect pour une légende de la pop, mais aussi une profonde affection pour l'homme lui-même. Toto Cutugno était plus qu'un tube radiophonique ou qu'un champion de festival. Il était un miroir musical reflétant le cœur compliqué et battant d'une culture ayant connu la guerre, la lutte, la résilience et la volonté inébranlable de chanter malgré tout. Même dans la mort, Toto continuait d'unir les gens, leur rappelant que la musique, et les histoires ceux qui l'accompagnent, a le pouvoir de perdurer bien après la chute du dernier rideau. Quel souvenir la musique de Toto Cutugno vous évoque-t-elle? Partagez vos histoires ci-dessous. Et si ce hommage vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne jamais manquer d'autres récits célébrant des artistes inoubliables.